C'est une grande joie et aussi un immense honneur de vous réunir tous les deux ce soir sur cette scène du Cyrano, devant un public versaillais, disons-le, téméraire, car il a osé à la fois affronter le coronavirus et un ancien ministre de François Mitterrand. La radio et la télévision sont éteintes, vous pouvez souffler et respirer le bon air de l'intelligence. Parce que l'intelligence, monsieur le ministre et cher Alexandre Devecchio, c'est cette première qualité commune qui vous réunit, mais ce n'est pas la seule. J'oserais dire aussi la fidélité. Fidélité pour l'un comme pour l'autre à la France que vous servez tous les deux avec passion. Le premier dans le combat politique, le second dans le combat des idées. Et enfin, vous portez aussi en commun une valeur précieuse inscrite sur le fronton de nos mairies, la liberté. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté de débattre aussi, parce que sur beaucoup de choses, presque tout vous oppose tous les deux. Peut-être nous direz-vous le contraire. Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre Chevènement, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation des éveilleurs à venir confronter votre vision, celle d'un homme politique, souverainiste résolument ancré à gauche, vision de l'évolution de la société française, de ses fractures de plus en plus profondes, et donc confronter cette vision à celle d'Alexandre Devecchio, journaliste, souverainiste aussi, mais lui, il appartient à l'autre rive. Alors si l'on ne vous présente plus, je rappellerai que vous avez été, cher Jean-Pierre Chevènement, sous la présidence de François Mitterrand, ministre d'État de la Recherche et de la Technologie de 81 à 82, ministre d'État de la Recherche et de l'Industrie de 82 à 83, ministre de l'Éducation nationale de 1984 à 1986, ministre de la Défense de 1988 à 1991 et sous la présidence de Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur de 1997 aux années 2000. Vous avez été aussi maire de Belfort de 1983 à 2007. Vous avez été député du territoire de Belfort, élu sans discontinuer de 1973 à 2002, puis sénateur de 2008 à 2014. Après avoir été membre du Parti socialiste pendant près de 30 ans, que vous avez également dirigé, vous avez fondé en 1992 le mouvement républicain et citoyen que vous avez présidé jusqu'en 2015. J'espère que je ne me trompe pas parce que votre biographie est assez impressionnante. Vous avez lancé à la demande de Bernard Cazeneuve la Fondation pour l'Islam de France que vous avez présidée de 2016 à 2018 et vous présidez depuis 2005 la Fondation Res Publica qui a pour objectif la réflexion, l'analyse et la capacité de proposer des choix de politique publique face aux grands enjeux actuels. Ainsi, grand serviteur de la République, vous voilà dans la ville qui par excellence incarne le passé monarchique français. Elle s'honore néanmoins de vous recevoir et de pouvoir entendre un homme qui a posé souvent des choix politiques courageux tout au long de sa carrière politique, parce qu'ils étaient toujours dictés par son amour pour la France, à laquelle vous avez dédié un ouvrage, Passion de la France, que vous dédicacerez d'ailleurs en fin de soirée. Une passion que les Versaillais partagent sans modération. Bienvenue, cher Jean-Pierre Chevènement, et merci. Alexandre Devecchio, la biographie sera un petit peu moins longue. Nous attendions depuis plusieurs années l'occasion, vous aussi, de vous recevoir, tant vos analyses si justes méritent d'être saluées et surtout entendues. Donc, journaliste au Figaro, responsable du Vox, plateforme de débat et d'opinion, déjà auteur de 2 ouvrages, Les nouveaux enfants du siècle et Recomposition, vous avez pris une part importante, du haut de vos 33 ans seulement, dans le débat intellectuel en incarnant un courant de pensée à la fois néoconservateur et réactionnaire, j'espère que je ne vous trahirai pas trop, que vous assumez pleinement. Je vous ferai une confidence, Jean-Pierre Chevènement m'a indiqué qu'il accepterait de venir à la rencontre des éveilleurs seulement si c'était pour débattre avec vous. Bref, nous voilà en excellente compagnie ce soir. Bienvenue à vous aussi, cher Alexandre Devecchio. Mais j'aimerais qu'on commence par parler de vous, monsieur le ministre, parce que c'est aussi intéressant de savoir comment vous êtes rentré dans le combat politique, d'où vous tirez cette passion. Et vous semblez lier votre intérêt pour la politique dès le plus jeune âge à une volonté farouche de participer à la reconstruction d'un pays anéanti au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'aimerais savoir qu'avez-vous puisé dans cette période tragique qui a constitué pour vous un moteur dans votre carrière politique ? Je suis né en 1939 et j'ai l'habitude de dire qu'on ne naît pas impunément en 1939 parce que la vérité est que je n'ai pas connu mon père qui a été fait prisonnier en 1940 et j'ai vécu l'occupation
jusqu'à la libération, à l'automne 1944, dans un petit village du Haut-Doubs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est à la frontière de la Suisse, pas très loin du Russey, où mon grand-père était garde forestier, de Goumois, où se donnent rendez-vous les amateurs de pêche à la mouche. C'est une très belle région, je vous invite à vous y promener. Mais à l'époque, il s'était quand même passé quelque chose de curieux, et je ne pouvais pas ne pas le ressentir. Ma mère était seule, mon père était prisonnier, ma mère l'attendait. Ma grand-mère s'était réfugiée chez nous parce que ses 3 maisons avaient été brûlées le 18 juin 1940 par les colonnes de l'invasion auxquelles des soldats français qui n'écoutaient pas la radio, qui n'avaient pas entendu le discours du maréchal Pétain, avaient eu la malencontreuse idée de tirer dessus, ce qui a gravement divisé ma famille. Parce qu'il y a ceux qui pensaient qu'ils avaient bien fait, dont ma grand-mère, qui s'était sauvée par la fenêtre de derrière, et ceux qui pensaient que c'était un peu tard, qu'ils auraient peut-être mieux fait de rester tapis dans les caves où ils avaient pris position. Enfin, voilà le spectacle, si vous voulez, de ma toute petite enfance, avec des soldats allemands qui passaient sur la route et qui, de temps en temps, s'arrêtaient quand même pour venir établir leur quartier chez l'habitant. C'était mon cas, j'habitais une école, ma mère était institutrice, et à l'étage, il y avait un appartement qu'on avait prié de libérer, et c'était des soldats allemands qui s'étaient installés. Alors je complète le tableau en disant que ma mère était résistante pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'était une institutrice laïque, donc elle était imprégnée des principes qu'on enseigne dans les écoles normales de jeunes filles à l'époque, et en même temps, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs, je tiens à le préciser, d'aller à la messe le dimanche, mais ma mère était farouchement anti-allemande, considérait que c'était la 3e fois que les Allemands avaient envahi notre territoire. Cette fois-ci, il lui avait pris son mari, ils occupaient le premier étage de la maison et m'interdisaient d'y monter. Car, me disait-elle, les Allemands ont déjà donné des bonbons empoisonnés aux enfants pendant la Première Guerre mondiale, dans la région qu'ils occupaient. Si tu montes là-haut, danger de mort. Évidemment, je suis monté. Ça devait être en 1943, les Allemands étaient encore en Tunisie, et ils m'ont offert une orange, que j'ai mangée, vérifiant par là que l'antigermanisme de ma mère avait quand même des limites. Hein. Ce qui n'empêche quand même que j'ai été élevé dans cette ambiance, et j'avais le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond, parce que on voyait bien sur les cartes Vidal et la Blache de l'école primaire, où ma mère enseignait, et où elle me mettait au fond de la classe parce qu'elle préférait finalement que je sois là plutôt que d'être confié à des petites bonnes du voisinage. Donc je voyais sur des cartes l'Empire français immense, et en même temps je voyais que nous n'étions pas chez nous, à tous égards. Nous n'étions pas chez nous, il y avait les colonnes de l'envahisseur, et puis il y avait quand même certaines manifestations de résistance, ma mère en particulier, qui faisait des tracts avec la postière, qui a valu d'être interpellée par la Gestapo. Bon, enfin, ça n'a pas eu de suite, parce que la Gestapo n'avait quand même pas à s'intéresser beaucoup à un si menu fretin. Donc voilà l'ambiance de mon enfance, et vous me posez la question, qu'est-ce qui m'a motivé? Bien, le sentiment que la France avait été abaissée, qu'elle devait reprendre le dessus, et j'étais, et je reste très imprégné par cette idée que la France est mon pays, mais que ça ne va pas de soi, qu'elle est menacée. Et je ressens que notre nation n'est pas là, je dirais une fois pour toutes, comme ça. Elle implique un certain dévouement de la part de ses citoyens, et moi j'étais tout à fait prêt à contribuer à son relèvement. J'assistais désolé, parce que je m'intéressais beaucoup à la politique, j'étais tout petit encore, j'assistais désolé aux
dernières convulsions des guerres coloniales, en particulier en Indochine, au moment de Dien Bien Phu. Et pour moi, Mendès France a pris l'allure d'un sauveur, parce qu'il a négocié une paix qui était la moins mauvaise possible, et que d'une certaine manière, il rendait un certain prestige à la France. Sa manière de s'exprimer, ses causeries au coin du feu, m'attiraient. Et j'ai même failli adhérer au Parti radical. J'étais lycéen, j'avais 15 ans, mais la silhouette du permanent m'a éloigné de ce premier mouvement. Et j'ai vu en lui un séisme de Martineau de Plat qui était en concurrence avec Mendès France pour la direction du Parti radical. Donc je n'ai pas adhéré. Mes parents, comme je vous l'ai dit, étaient instituteurs. Mon père est donc revenu en 1945. Ils étaient d'origine, pour mon père, très modeste. Mon grand-père était garde forestier, était fermier. Du côté de ma mère, c'était des paysans plus aisés. Et ma grand-mère tenait un hôtel-restaurant, l'auberge du Cerf, qui a été détruite en 1940. Donc voilà, comment est-ce que j'ai été amené à m'intéresser à la politique? Eh bien, j'ai voulu faire Sciences Po, malgré les conseils de mon proviseur. Je lui ai dit que je m'intéressais à la science de la politique. S'il y avait une science de la politique, je voulais me l'approprier. Alors, en vain a-t-il essayé de me convaincre que je ferais mieux de poursuivre dans la voie où je réussissais, parce que j'avais eu un accessite au concours général de grec, que je ferais un très bon professeur, peut-être même un archéologue. Hein. Mais moi, je voulais faire de la politique. Et j'ai fait donc Sciences Po, et j'ai vu arriver le général de Gaulle, et tout de suite, je dirais, j'ai compris que c'était lui qui détenait les clés de l'avenir de la France, qui pouvait éviter à la France une guerre civile, et qui pouvait reconstruire une grandeur française accordée aux nécessités du temps. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je parle assez près du micro? Hein? Si vous êtes mécontent, vous le manifestez en agitant éventuellement le bras, parce que je sais que les orateurs ont tendance à laisser tomber le micro. Ils parlent comme ça, personne ne les entend. Donc, vous me posez une question, ce qui m'a motivé, c'est la France, le sentiment de, il faut le dire, de sa déchéance dans ces années d'occupation, et le désir ardent de participer à sa reconstruction. Et donc, pour moi, j'ai entrepris l'escalade par la face gauche parce que c'était comme ça. Mes parents étaient instituteurs laïcs, mais la gauche n'allait pas loin dans le Haut-Doubs. Quand on était au Parti socialiste, c'était déjà l'extrême gauche. Radical, républicain, c'était plus normal. Mais l'immense majorité de ma famille étaient quand même des catholiques pratiquants. Et ils votaient plutôt tantôt socialistes, au Russet, tantôt étaient franchement à droite. Mais ça n'empêchait pas une très bonne atmosphère familiale. Je rappelle que mon père était quand même l'aîné d'une famille de 12 enfants. Alors ça faisait beaucoup de cousins. C'est très bien vu ça à Versailles, 12 enfants. Alors puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, je me tourne tout de suite vers vous, Alexandre Devecchio. Vous dénoncez dans votre dernier ouvrage les comparaisons inadaptées que certains font entre la situation actuelle de notre pays et les années 30-40. La Seconde Guerre mondiale n'est-elle pourtant pas née objectivement dans un contexte un peu similaire de fortes tensions sociales, telles qu'on les connaît aujourd'hui, et aussi de montée des nationalismes? Alors oui, effectivement, on a un président de la République, mais ce n'est pas le seul. La comparaison existe dans le débat public depuis longtemps, depuis l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy, mais qui a parlé de la montée de la lèpre populiste en la comparant à la lèpre des années 30 qui allait conduire effectivement à la Seconde Guerre mondiale. Donc mon livre tente de définir ce qu'est le populisme, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais tente aussi de démonter ce discours manichéen qui n'a que pour seule vocation de diaboliser l'adversaire. Je pense que ça se fait sur le dos de l'histoire, il y a quand même des contresens historiques majeurs. En réalité, les responsables de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas des populistes, ne sont pas encore moins des nationalistes, ce sont des totalitarismes.
Là, la montée des mouvements auxquels on assiste en Europe sont finalement des nationalismes défensifs, alors que les systèmes totalitaires qui se sont mis en place avant la Seconde Guerre mondiale avaient des visées expansionnistes et impérialistes. Le communisme, il s'agissait d'établir une révolution prolétarienne mondiale. Pour ce qui est du nazisme, évidemment, c'était la volonté de créer un grand Reich. Et c'était fondé sur l'idéologie, non pas de la nation, mais de la race. D'ailleurs, j'ai noté les propos d'Hitler qu'on retrouve dans mon livre. Il dit très clairement « Laissons la nation aux démocrates et aux libéraux, nous lui substituerons un principe plus neuf, celui de la race. Il ne s'agira plus de la concurrence des nations, mais de la lutte des races. » Et enfin, dans le totalitarisme, que ce soit le fascisme, le nazisme ou le communisme, il y a le fantasme d'un homme nouveau qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui. Donc ça, c'est la première approximation historique. Et puis après, évidemment, qui dit totalitarisme dit système de répression majeur, avec parti unique, anéantissement des libertés, chasse aux minorités. On n'a rien de tout ça aujourd'hui dans les régimes populistes qui se sont mis en place. La deuxième erreur, je pense, ou le deuxième contresens historique, c'est souvent d'assimiler les totalitarismes à la démocratie, en disant méfiance à l'égard du peuple, parce que ce sont des systèmes qui sont arrivés au pouvoir par les urnes. Là encore, ça me paraît être un contresens historique, contrairement aux lépreux hongrois ou italiens, etc. Les Hitler, Staline et Mussolini ont été finalement soutenus au départ, en tout cas, que par une minorité de la population. Il faut rappeler que Mussolini a perdu toutes les élections, il était extrêmement minoritaire, donc il est arrivé au pouvoir à la suite de la marche Rome, qui était un peu une parodie de coup d'État, puisque le roi l'a laissé prendre le pouvoir parce qu'il y avait la crainte à l'époque des communistes. Justement, les communistes, Lénine disait « il me faut 1000 hommes ». Donc on était dans un mouvement finalement extrêmement minoritaire et qui n'était pas démocratique et qui ne se présentait pas comme tel. D'ailleurs, le cas d'Hitler est un peu plus compliqué, puisqu'il fait des scores assez considérables dans les urnes, mais il arrive à son maximum, c'est 30%. Alors certes, c'est beaucoup, mais dans un système à la proportionnelle intégrale, il n'était pas forcément censé devenir chancelier. Et là encore, ça se fait sous la pression du patronat. C'est le président Édimbourg qui finit par l'appeler à la chancellerie, et ensuite il met en place le système totalitaire par une forme de coup d'État aussi. Donc assimiler le peuple au danger fasciste me paraît être une inexactitude historique. Et enfin, le troisième poncif qu'on entend aujourd'hui dans le débat public, c'est la comparaison, c'est de dire les musulmans sont les juifs d'aujourd'hui. Là encore, la comparaison ne tient pas. Il n'y a pas malgré ce que racontent les indigènes de la République, il n'y a pas de racisme d'État, l'équivalent des lois de Nuremberg. Les Juifs étaient très peu à l'époque. C'est pas comparable en termes de proportion et de nombre. En France, c'est quelques centaines de milliers, non pas 6 millions de musulmans. Et enfin, il y a une course éperdue à l'intégration et il n'y a pas des mouvements radicaux comme il peut y avoir à l'intérieur de l'islam aujourd'hui. Donc la comparaison est à mon avis, est assez honteuse, puisque on a des leaders qui prônent plus de fermeté en matière de politique d'immigration, mais il n'y a évidemment pas les politiques qui ont été menées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Donc effectivement, non, je crois que la situation ne ressemble pas tout à fait à celle des années 30, mais je dis quand même, mon chapitre s'appelle « Les années 30 ne sont pas celles que l'on croit ». Et c'est là où ça devient peut-être intéressant, c'est qu'il y a des points de comparaison possibles, mais qui sont
qui sont rarement soulevées. On parlait à table de Marc Bloch tout à l'heure avec Jean-Pierre Chevènement. Quand on le relit les tranches des faits, il y a ce constat de la capitulation des élites qui effectivement peut rappeler d'une certaine manière la situation actuelle. Marc Bloch écrit, c'est assez amusant, rien précisément ne trahit plus crûment la mollesse d'un gouvernement que sa capitulation devant les techniciens. Et il ajoute, tout ce petit monde avance à l'ancienneté dans une culture commune du mépris du peuple. Donc ça, c'est un point commun pour le coup, inquiétant d'ailleurs, avec les années 30, mais la menace ne vient pas tant des populistes que de l'effondrement de notre système actuel et d'élites qui sont justement déconnectées du peuple. Autre point de comparaison peut-être avec les années 30, c'est que la crise de 29, qui va déboucher effectivement sur la montée des totalitaristes, et la crise de 2008, je pense qu'on continue à en voir les effets. La crise de 29 avait débouché sur une politique, alors on dit de protectionnisme, mais ça c'est dans un deuxième temps, mais surtout d'austérité de la part des plupart des gouvernements. Et là je vais vous citer Pierre Laval, alors président du Conseil, dans un discours au Sénat le 8 juin 1935. « La gravité de la situation résulte du mauvais état de notre trésorerie et du déséquilibre de notre budget. Je pense qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas le courage d'ajuster nos dépenses à nos recettes, nous continuerons d'aggraver le mal que nous voulons réparer aujourd'hui. » Voilà, c'est des discours qu'on entend aujourd'hui beaucoup, que ce soit à gauche, à droite, au centre, une orthodoxie notamment européenne, mais qui à l'époque a abouti à une récession de laquelle les États n'arrivaient pas à sortir. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Effectivement, c'est un point commun avec les années 30, même si je crois que l'histoire ne se répète pas, que la situation est dramatique, mais que les choses prendront des formes différentes. Et enfin, et j'arrête là, la démonstration est un peu longue, il y a un autre point commun avec les années 30, c'est la montée de menaces néo-totalitaires d'une certaine manière, et elles existent. Je ne crois pas que ce soit les régimes populistes, qui sont tous des régimes démocratiques élus au suffrage universel, mais l'islamisme radical a une dimension totalitaire. Dans l'islam radical, l'individu n'existe pas en dehors de la Oumma, et il y a une volonté d'hégémonie planétaire. Donc là, il y a un véritable point commun avec les totalitarismes de l'avant-guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, l'autre menace totalitaire, alors là, j'exagère un peu à dessein dans le livre, mais ce sera peut-être la menace globaliste, technomarchande, alors certes, qui serait en quelque sorte le communisme du XXIe siècle, sans la violence. Mais je vous invite à relire Orwell ou Huxley, qui parlent de Big Brother. Aujourd'hui, Facebook a plus d'adeptes que le christianisme. Donc ça peut faire réfléchir. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que la montée des nationalismes, même si les nouveaux partis qui sont au pouvoir, je peux être sceptique quant à leur capacité à redresser leur pays, mais je crois que le retour des nations et des peuples, qui est le sujet de la conférence de ce soir, peut être justement une alternative. Merci Alexandre Devecchio. Alors, je rebondis. Alors, avant de parler de la défiance du peuple dans ses élites, j'aimerais vous interroger parce que sur la diabolisation qui est faite des représentants des mouvements dits populistes, vous avez appartenu à un parti qui a longtemps comparé certains partis, je dirais français, on peut le citer, le Front National, et ses représentants comme les qualifiant de néo-nazis ou les comparant au régime hitlérien, avec parfois objectivement des excès bien regrettables. Qu'avez-vous pensé de cette diabolisation-là? Est-ce que vous rejoignez Alexandre Devecchio en disant que ces comparaisons-là sont infamantes et totalement inadaptées? Vous me demandez si j'ai considéré que Le Pen était un fasciste. J'ai toujours trouvé que la réponse donnée par le Parti socialiste à travers SOS Racisme était à côté de la plaque et ne touchait pas le problème principal, qui était le problème économique, social, l'installation de la France dans un chômage de masse
et dans une société qui allait se montrer de plus en plus inégalitaire. Non pas que je veuille réhabiliter le Front National, non. Naturellement, le Front National a une histoire, comme tout parti. Cette histoire le rattache quand même quelque part à Vichy, à l'OAS, à certains épisodes qui sont quand même caractéristiques de la formation de l'extrême droite en France. Donc, il y a bien entendu cette histoire. Mais en même temps, je pense que le Front National a une vision assez réductrice des choses et provoquerait en France, s'il venait au pouvoir, des fractures très graves et ne rendrait pas service à la France. Beaucoup de politiques le disent depuis des décennies, et en fait, les fractures, elles sont plus grandes que jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase de l'histoire. Nous sommes dans un capitalisme mondialisé, un capitalisme financier, mais qui a fait surgir à l'autre bout du monde, parce que tout est parti quand même de l'accord entre les États-Unis et la Chine, à l'époque de Nixon et de Deng Xiaoping. Alors au départ, c'était encore Mao Tse-tung et Chou En-lai. Il y a eu cet accord qui, finalement, a permis aux multinationales de s'installer dans un pays à très bas coût, la Chine, d'inonder le marché de produits fabriqués à très bas coût, de sorte que la Chine est devenue l'atelier du monde, et faire en sorte que la géographie industrielle du monde soit bouleversée. Autrefois, les grands pays industriels étaient les États-Unis et l'Europe, et aujourd'hui, cette industrie, vous la retrouvez dans les pays à bas coût, vous la retrouvez notamment en Chine. Je voulais quand même juste, je vais rester avec Jean-Pierre Chevènement, mais vous pourrez rebondir sur nos institutions et ce que ça a pu porter comme conséquence aussi sur la stabilité tout simplement de notre société. Vous avez effectué tout votre parcours politique au sein d'un pays qui était gouverné par les institutions de la Ve République, qui ont été fondées par le général de Gaulle, qui a voulu redonner de la stabilité au pouvoir exécutif et libérer la fonction présidentielle de l'emprise des partis. Année après année, on a le sentiment que c'est l'inverse qui s'est produit et que ce sont les partis qui ont repris le pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a clairement une défiance de plus en plus grande du peuple qui ne se sent plus représenté. Et donc, au-delà je dirais de l'influence extérieure française, on a en France manifestement un véritable problème de représentation qui, peut-être, n'est-il pas une des premières causes du populisme qui se développe, de la colère des peuples qui veut maintenant être entendu. Après De Gaulle, les grands partis de gouvernement se sont adaptés aux institutions et ont porté à leur tête le candidat à l'élection présidentielle. Pour le Parti socialiste, Mitterrand. Pour la droite, Chirac, au temps de Giscard. Donc les partis sont devenus des écuries présidentielles. Les partis faisant la même politique, puisqu'ils avaient voté ensemble les mêmes textes européens, l'acte unique, qui est un acte de dérégulation, en 1987, il avait été négocié en 1985 par François Mitterrand, mais voté sous Jacques Chirac, donc ils étaient déjà ensemble. Et au moment de Maastricht, ils étaient encore ensemble avec M. Giscard d'Estaing, etc. Donc ils ont voté ensemble de la même manière, ils ont fait la même politique. Et on n'arrivait plus à les distinguer. D'où le rejet dont a profité Emmanuel Macron, qui a été porté par une vague de dégagisme, qui lui a permis d'arriver en deuxième position derrière Marine Le Pen. Mais ce dégagisme qui est dans l'opinion, il frappe à son tour Emmanuel Macron. Parce que le président de la République se doit d'être l'homme de la nation, selon la définition gaulliste. Il se doit être un rassembleur et pas l'homme d'un parti. Or, la question qui est posée aujourd'hui est de savoir si Emmanuel Macron est l'homme de la République en marche ou si la République en marche étant sa création, il saura reprendre le dessus pour être un rassembleur au nom de l'intérêt national. Expression qui, pour moi, n'est pas un gros mot, mais qui a été oubliée depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, ni à droite ni à gauche, on ne se réclame plus de l'intérêt national. On se réclame d'un concept quand même assez fumeux, l'Europe, dont on ne connaît pas très bien où s'arrêtent les frontières. Comprend-elle la Turquie ou pas? C'est une question dont on ne parlera pas ce soir. Mais je voudrais vous rendre sensible au fait que le rejet de ce que j'appellerais la classe politique, des responsables politiques, ne tient pas seulement au fait que ce sont des partis qui suivent leur intérêt,
Mais ça tient aussi plus profondément à cette sécession des élites, qui s'est manifestée par la croissance exponentielle des inégalités. Le rapport à la nation n'est plus le même. Nos élites ne se croient plus comptables de l'intérêt national. Le fait qu'une entreprise puisse être délocalisée sans que ça pose de problème. Je vais prendre un exemple, Lafarge, absorbée par Holcim. J'ai pris une entreprise de ciment, c'est pas très important, mais prenez General Electric, qui absorbe Alstom. On a laissé partir Péchinet, on a laissé partir l'acierie, la sidérurgie. Arcelor est devenu Mittal. Hein. On a donc accepté quand même que nos intérêts fondamentaux ne soient plus pris en charge. D'où le rejet de la classe politique. Est-ce qui n'a pas aussi déconsidéré un peu, alors vous n'avez pas l'expression de la classe politique, c'est que face à cette accusation d'être déconnecté du monde réel, ils ont essayé de plus en plus de se normaliser, de cultiver cette transparence absolue qui finalement s'achève dans un désastre et clairement peut-être qu'il a totalement terminé de la déconsidérer aux yeux des Français. Par exemple, de Jean-Pierre Chevènement à Benjamin Griveaux, comment avons-nous pu tomber si bas? Non, c'est un effondrement culturel total. Moi, je crois que la transparence, la volonté de transparence des politiques est souvent là pour masquer leur impuissance. Je crois que les gens n'ont jamais demandé la transparence aux politiques, mais ils ont demandé l'efficacité. Comme l'a expliqué Jean-Pierre Chevènement, les politiques ayant abandonné tous les principaux leviers de pouvoir, renoncé à défendre l'intérêt national, il ne leur reste plus que la communication et à expliquer finalement qu'ils sont des Français comme les autres, etc. Je crois que c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qui a nourri les populistes, effectivement, c'est la colère des classes populaires, des classes moyennes occidentales face à un processus de globalisation dont ils ont été les grands perdants. On est 30 ans après la chute du mur de Berlin. À l'époque, dans le discours politique des élites, ce qui dominait, c'était l'idée de mondialisation heureuse. On allait construire finalement un monde gouverné par la technique et par le marché. L'Europe, d'ailleurs, était peut-être le laboratoire de ce nouveau monde-là. Peut-être les classes populaires et la majorité finalement des peuples y ont adhéré dans un premier temps. Maastricht est passé d'une courte à 51% seulement, mais est passé. Simplement, 30 ans après, elles font le bilan et effectivement s'aperçoivent qu'elles en sont les grandes perdantes sur le plan économique et social. Là, je rejoins parfaitement Jean-Pierre Chevènement, mais je crois aussi perdante sur le plan culturel. L'une des promesses de la mondialisation était aussi la promesse d'un vivre ensemble planétaire, d'un multiculturalisme heureux. On voit bien qu'on a eu à l'inverse l'identité malheureuse. Et enfin, ce sont les perdantes sur le plan démocratique. Je crois, puisque la globalisation, je parlais tout à l'heure de l'impuissance des politiques, elle s'est accompagnée finalement d'un éloignement du pouvoir presque des élus et en tout cas du peuple. On a eu la construction en parallèle de la mondialisation d'organisations supranationales, en particulier effectivement l'Union européenne, mais aussi la prise de pouvoir des experts, des juges, des ONG, ce qui fait que les gens ont le sentiment d'avoir un vote, mais de ne plus avoir de voix. C'est vrai qu'on parle de cette impuissance du politique face à différents grands phénomènes, les forts courants migratoires, l'expansion de l'islam sur le sol européen, et du coup, on a le sentiment que finalement, à part faire de la communication, ils ne peuvent plus faire grand-chose d'autre pour se faire entendre. Vous, quand vous étiez ministre, vous aviez l'impression de pouvoir agir? En 1981, j'ai été ministre de la Recherche. J'ai fait voter une loi de programmation qui a donné à la recherche française 10 années, je dirais, relativement ensoleillées. S'agissant de la recherche, ma réponse sera oui. J'ai été nommé ministre de l'Industrie, en plus de la recherche, en juin 82. Et j'ai essayé de mettre en œuvre une politique industrielle. Je me suis heurté à des forces extrêmement puissantes. Je ne vais pas m'étendre
ce qui m'a conduit à donner ma démission en disant à une conférence de presse où je ne voulais pas répondre aux questions indiscrètes des journalistes, un ministre, ça ferme sa gueule, si j'avais l'ouvrir, ça démissionne. Et je ne suis revenu au gouvernement que pour reprendre les commandes de l'éducation nationale qui avait été conduite sur les Brisons à travers le projet dit de grand service public laïque unifié de l'éducation nationale qui n'avait pas été pensé. Et j'ai, en tant que fils d'instituteur, eu à cœur de remettre l'école sur pied, de revaloriser l'école publique à travers une série de mesures que je ne vais pas détailler au ministère de l'Éducation nationale. Ma réponse est oui. J'ai eu l'impression que je pouvais faire quelque chose. Sur l'immigration, est-ce que, quand on est ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on a un pouvoir sur l'immigration? Au ministère de l'Intérieur, j'ai le sentiment que je pouvais faire mon travail jusqu'à un moment où sur la Corse, j'ai eu un grave dissentiment avec Lionel Jospin. Et bien à ce moment-là, j'ai repris mes libertés. Donc, je vous réponds, jusqu'à un certain point, comme ministre de l'Intérieur, j'ai eu le sentiment de pouvoir faire mon boulot. Qu'est-ce qui, pour vous, est vraiment ce qui constitue la cause principale du malaise des peuples qui s'exprime dans toutes les grandes démocraties en Europe? La globalisation, depuis 30 ans, a abouti à une triple dépossession, ce que j'ai dit tout à l'heure, économique et sociale. Effectivement, les classes moyennes et populaires ont vu leur niveau de vie stagner, leur espérance de vie parfois diminuer, c'est le cas des ouvriers blancs américains, et à cela s'ajoute effectivement le phénomène de l'insécurité physique et culturelle, qui est peut-être ce qu'il y a de plus grave, je crois, aujourd'hui aux yeux des peuples. La globalisation a ébranlé toutes les protections, tout ce qui permettait de faire société. Et je crois que le projet de faire un grand empire planétaire, mais aussi avec une certaine vision de l'homme qui a été réduit à finalement l'homme dans la globalisation devient un individu consommateur atomisé, et je crois que finalement la majorité des individus et la majorité veulent faire peuple et pas seulement être des particules élémentaires comme le dirait Houellebecq. Donc je m'excuse parce que je vous ai pas donné une cause unique, mais je crois que c'est ce processus-là qui crée la colère des peuples. Et puis encore une fois, tout est lié. Moi, on ne peut pas m'accuser de complaisance à l'égard de l'immigration, de l'islam, etc. Mais je crois que ce qui se passe aussi, ce sont les classes populaires moyennes qui ont été les premières peut-être à se tourner vers ces nouveaux partis populistes. C'est pas à hasard. Je pense que leur fragilité économique faisait aussi leur fragilité sur le plan culturel. Il y a une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, de l'électorat des partis du système, qui est souvent un électorat des grandes métropoles, qui tire plutôt profit de la mondialisation, parce qu'il y a 25% à peu près de gens qui en tirent profit, et d'ailleurs c'est tant mieux, mais il faut penser aussi aux autres. C'est un phénomène qu'on retrouve à Paris, mais aussi à Londres. On voit que les grandes métropoles votent pour les partis traditionnels et des partis qui défendent plutôt la mondialisation, mais ce sont souvent des individus qui ont les moyens finalement d'être de purs individus et les moyens d'avoir un certain nombre de protections. Paris est une ville, il y a une forme de plus en plus féodale et de plus en plus fermée. On veut bientôt mettre un barrage autour de Paris. Et donc je note que ceux qui ont les moyens des frontières invisibles sont contre les frontières nationales. Et finalement, ceux qui défendent plutôt les frontières nationales sont les classes populaires parce qu'elles n'ont pas les moyens de vivre dans des quartiers protégés ou dans des résidences avec digicode. Alors justement, on a eu depuis quelques années en France une crise sociale très grave, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Le mouvement des Gilets jaunes, Jean-Pierre Chevènement, j'aimerais éventuellement que vous puissiez nous en parler. Est-ce que quelque part aussi, face à la désindustrialisation de notre pays, notamment qui s'est accélérée sous les septennats de François Mitterrand, le chômage de masse qui s'est installé, parallèlement, les gouvernements auxquels vous avez appartenu ont mis en place des systèmes d'allocation sociale qui
qui ont permis à des populations de perdurer sans tomber totalement dans la pauvreté, mais elles avaient des conditions de vie qui n'étaient plus dignes parce qu'en réalité, elles ne travaillaient plus et elles survivaient par les allocations sociales. Est-ce que quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas aussi quelque part la révolte d'un peuple qui a été mis sous perfusion sociale depuis plus de 30 ans, auquel on a presque tout pris, sauf peut-être sa télé? Le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord une protestation contre l'augmentation du prix du gasoil et de l'essence. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu court de dire ça? Non, mais je ne vais pas en rester là. Hein. Je commence par vous dire que ce n'est pas une protestation contre l'assistanat, contre le RMI. Non. Bien sûr que le RMI participe de cette philosophie de l'assistanat. Les fractures se creusent, économiques, sociales, France périphérique, banlieue. La révolte des peuples dont parle Alexandre, elle se traduit de cette manière-là contre des responsables politiques ou économiques qui ont laissé partir la substance vive du pays ailleurs, très loin. Et le discrédit des hommes politiques qui procèdent de là, ce que le peuple leur reproche, c'est d'avoir abandonné leurs responsabilités. Ils ne leur reprochent pas tellement la corruption, qui n'est d'ailleurs pas vraie, parce que la plupart des hommes politiques ne sont pas corrompus. C'est une légende. C'est trop facile de les transformer en boucs émissaires. Parce que vous savez, un député, un sénateur, ça gagne 5 000 ou 6 000 euros par mois. C'est beaucoup pour un certain nombre de gens, mais il faut quand même rappeler qu'à l'origine, l'indemnité parlementaire a été créée au début du XXe siècle pour soustraire les parlementaires aux pressions des grands intérêts, pour leur donner une liberté. C'était une confiance faite à leur intégrité. Mais il n'en reste pas moins que la source profonde de cette maladie, c'est l'abdication par les hommes politiques, et par certains plus que d'autres, de leurs responsabilités. Je crois que quand même, c'est François Mitterrand, il faut le dire, qui, au nom de l'Europe, a habillé le ralliement au néolibéralisme d'atours chatoyants. Si je dis ça, je choque probablement ceux d'entre vous qui ont voté à gauche. Il doit bien y en avoir quelques-uns. Il y en a beaucoup dans la salle, je crois, je le crains. C'est pourtant la vérité. Ce combat que vous avez mené contre la construction de l'Europe telle qu'elle se faisait, ce combat, vous l'avez en fait mené seulement parce qu'elle était construite sur des dogmes ultralibéraux. Est-ce que c'était la seule raison, ou est-ce que tout simplement vous considériez que la France devait conserver la maîtrise de son destin, de ses frontières? Et je pense qu'il est pertinent, dans une période où la France se divise, où la France est profondément clivée, parce que je pense que sur notre pays plane l'ombre d'une guerre civile. Je pense que le recours à la République reste valable. Encore faudrait-il que les élites s'en convainquent elles-mêmes et pensent qu'elles ont besoin du peuple. Seul ce rapprochement peut donner à la France la possibilité de surmonter pacifiquement les drames qui se préparent si on en reste au point où nous en sommes. Mais avant d'en arriver là, mais vous pourriez en parler avec Alexandre Devecchio, vous êtes quand même allié justement dans vos combats européens avec des hommes politiques qui étaient d'un bord totalement opposé. Je pense par exemple à Philippe de Villiers, avec qui vous avez, je ne crois pas dire d'erreur, avec Philippe de Villiers, avec qui vous avez partagé un combat commun. Non, j'ai partagé un repas. Mais c'était pour lui demander s'il serait candidat à l'élection présidentielle. Il m'a répondu non. Et je ne lui ai pas demandé de me soutenir parce qu'il n'en était visiblement pas prêt de le faire. On a parlé un peu des causes du populisme, on voit bien qu'elles sont très diverses, et sauf que c'est aussi un phénomène électoral quelque part, le populisme, et on l'observe dans de nombreuses grandes démocraties, et bien au-delà de la France, et même de l'Europe. Bon, en Europe, on a évidemment Salvini en Italie, Johnson au Royaume-Uni, Viktor Orban en Hongrie, mais on a aussi eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de tous ces leaders qui arrivent au pouvoir dans les grandes démocraties occidentales? Parce que les crises d'identité qu'on connaît, qu'on a analysées en Europe, est-ce que cette crise-là, est-ce que ce sont les mêmes au-delà de l'Atlantique?
Sur toutes ces démocraties occidentales, toutes ont été effectivement impactées par la mondialisation, et toutes sont confrontées à une même révolte des peuples, des classes moyennes aux États-Unis populaires. Oui, aux États-Unis. J'utilise beaucoup, Jean-Pierre Chevènement l'a rappelé, Christopher Lasch ou Christophe Guilluy. Christophe Guilluy qui parle en France de France des métropoles, on en a dit un mot tout à l'heure, donc ces grandes métropoles reliées à la mondialisation, et de France périphérique. On a exactement le même phénomène aux États-Unis, avec une Amérique des côtes, qui est effectivement reliée à la mondialisation, qui a voté massivement Clinton, et une Amérique du centre qui a voté plutôt Donald Trump. On a le même phénomène en Grande-Bretagne, avec Londres et les grandes villes, et puis l'Angleterre du Nord, désindustrialisée, qui a donc voté d'abord en faveur du Brexit, et qui finalement a soutenu un conservateur, héritier d'une certaine manière de Margaret Thatcher, même s'il rompt justement avec le logiciel thatcherien, qui est Boris Johnson, mais qui justement a compris qu'il fallait s'adresser, bien qu'aux conservateurs, qu'il fallait s'adresser à cet électorat-là, et peut-être essayer de réconcilier justement les deux électorats, l'électorat qui est à l'aise dans la mondialisation et celui qui en est le perdant. Donc c'est vraiment un phénomène, je trouve, qu'on retrouve partout. Un dernier point commun, qui sera sans doute le style. Les élites dominantes qui ont défendu la mondialisation avaient aussi un style extrêmement politiquement correct. Il y avait finalement l'idée que pour vivre ensemble, il fallait nier toutes les différences, faire un monde totalement aseptisé, inspiré du politiquement correct américain. Je crois que l'une des forces des populistes, c'est de rompre avec ce politiquement correct-là, voilà, de Trump à Salvini, avec un style beaucoup plus direct, une forme de bon sens qui peut apparaître parfois. Il y a parfois une forme de vulgarité qui peut gêner, mais je crois que les classes populaires les suivent malgré tout parce qu'elles n'en peuvent plus de ce politiquement correct et d'une forme de leçon de morale des élites qui, quand les peuples manifestent leurs problèmes par rapport à certaines réalités, eh bien on essaie de nier ces réalités-là. Je pense à des questions comme l'immigration, etc., les questions sociétales aussi, qui s'inscrivent dans cette même logique de créer un individu consommateur déraciné. Eh bien voilà, tout cela, les populistes n'y adhèrent pas et reviennent à un discours qui peut paraître parfois basique, mais qui finit par être rafraîchissant parce qu'il est sans langue de bois. D'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, face au vote dit populiste, on a de plus en plus le développement d'un vote très écolo, qui justement est enfin, nouveau non, parce qu'il a quelques années. Est-ce que, d'après vous, le réchauffement climatique, finalement, ça fait plus peur que le grand remplacement? Alors, je n'ai peur ni de l'un ni de l'autre. Naturellement, l'immigration pose le problème de l'intégration, et on ne peut pas traiter ce problème comme s'il ne devait pas être régulé en fonction de la capacité d'intégration de la société d'accueil. C'est un vrai problème, mais je crois que la France républicaine a encore les ressources qui lui permettent d'intégrer de nouveaux citoyens. Encore faut-il le vouloir, faut-il qu'eux le veuillent, et faut-il que la France le souhaite aussi. C'est le premier point. Donc, le mot grand remplacement pose le problème de certaines de nos banlieues laissées à l'abandon, mais par qui et comment, hein. Donc, il y a un immense travail à faire. Et sans doute, sur le plan de l'immigration, une politique beaucoup plus ferme que celle qui a été menée jusqu'à présent par les gouvernements de diverses obédiences. S'agissant du réchauffement climatique, c'est probablement un fait difficile à contester. Les écologistes, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de cette espèce proliférante, c'est qu'il y a la science de l'écologie qui est la science des interrelations entre l'homme et la nature, au service de la préservation des biens communs de l'humanité. Si c'est cela, l'écologie, je suis pour.
Mais si c'est une idéologie qui inscrit la catastrophe à l'horizon de l'histoire à la place du progrès, et si c'est la négation de la science, par exemple, dans le domaine de la politique énergétique, on va fermer des centrales nucléaires, c'est complètement idiot. On se tire une balle dans le pied. Ça va coûter 1 milliard qu'il faudra rembourser à EDF. Et en même temps, on ampute notre potentiel de production d'électricité de 4%. À quoi cela répond-il alors qu'on continue à faire tourner les centrales à charbon? Et ça, c'est les écologistes comme idéologues que je combats. Donc, je ne veux pas qu'on mélange tout, le grand remplacement, le réchauffement climatique, hein, mais on se retrouve avec, je dirais, Greta Thunberg d'un côté, et de l'autre, je ne sais pas quel abruti, qui va assassiner un pauvre musulman à la mosquée de Bayonne. Mais il faut sortir de tout cela, il faut essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons, trouver les bons mots pour désigner les choses, et puis cesser de faire de la politique politicienne à la petite semaine et réintroduire les vues longues, les vues à long terme qui sont les seules justes, qui nous permettent d'éclairer réellement l'histoire telle qu'on veut la faire. Et la noblesse de la politique à laquelle je continue à croire, c'est de penser la société dans le mouvement de l'histoire longue et d'essayer de peser pour que nous soyons capables de dominer les contradictions qui peuvent être mortelles si nous les laissons s'exaspérer. J'ai évoqué le spectre de la guerre civile tout à l'heure. Effectivement, si on laisse prospérer les divers fanatismes qui courent les rues, on y va. Mais on y va à bas bruit, parce qu'entre les premiers bûchers des guerres de religion, 1623, si je me souviens bien, et la Saint-Barthélemy, 1572, 1523, 1572, vous avez 50 ans. 50 ans de maturation. Eh bien, entre je dirais, avant les attentats du Bataclan, il y a eu d'autres phénomènes. Il y a eu les attentats du GIA algérien. Et puis, nous avons devant nous des choses que nous ne devinons pas. Mais ce qui se passe dans le monde musulman devrait nous inquiéter. Parce qu'il n'y a pas que des djihadistes, bien sûr. Mais il y a aussi des djihadistes. Et il y a un fond de ressentiment. Il y a quelque chose qui participe du choc des civilisations qu'évoquait Samuel Huntington, non pas pour le préconiser, mais pour l'éviter. On oublie toujours de dire ça. Mais ce que vous voyez dans l'islam radical, ce que vous voyez en Inde avec l'Hindutva de Modi, ce que vous voyez en Chine avec Xi Jinping, au Brésil avec Bolsonaro, alors je ne parlerai pas des États-Unis, ça c'est encore plus compliqué. Puis c'est surtout, je dirais, la dimension mondiale qui m'intéresse. C'est ce qui structure le siècle à venir, c'est l'opposition entre la Chine et les États-Unis. Et nous, allons-nous exister? Et sur la base de quelle conviction, de quelle valeur, de quel droit? Pour moi, c'est le patriotisme républicain qui est la clé qui nous permettra de résoudre nos problèmes. Il faut tenir bon là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté, parce que vous l'aviez initié en tant que ministre de l'Intérieur, vous avez voulu fonder un islam de France. Vous avez d'ailleurs, je le rappelais en tout début de conférence, vous avez créé cette fondation pour l'islam de France. Est-ce qu'objectivement, ça n'a pas été un échec retentissant? S'agissant de concitoyens de confession ou de tradition musulmane, on peut dire que 50% sont à peu près intégrés, mais que 50% ne le sont pas. Donc le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Et la Fondation de l'Islam de France, que j'ai présidée pendant 2 ans à la demande de Bernard Cazeneuve au lendemain des attentats, avait pour but de montrer que l'islam pouvait être autre chose que l'appel au djihad. Je crois que l'idée républicaine est très forte et que c'était autour de cette idée-là qu'on peut reprendre les choses, qu'on peut rebattre les cartes en Europe, parce que l'Europe telle qu'elle a été pensée, elle va à la catastrophe, c'est l'évidence. Je n'ai même pas besoin d'assister, je ne dis plus rien. C'est visible, ça se voit. Quand on voit cette lamentable procession de responsables politiques européens qui vont plaider auprès d'Erdogan un peu de compréhension, qui refusent de le condamner, qui le mettent à peine en garde parce qu'il se sert de nous, enfin, il nous prend pour, je dirais, les otages
de ces manipulations. Il nous renvoie ces malheureux migrants syriens pour faire pression sur l'Europe et lui faire comprendre que finalement, il la tient par sa faiblesse même. Est-ce que nous acceptons ça? Il ne faut pas l'accepter. Il faut le refuser. Il faut le refuser à voix haute. Hein, c'est ce que ne font pas malheureusement nos dirigeants. Ce que nous, on a fait au Moyen-Orient a créé une instabilité qui a généré ces forts courants migratoires. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire au président turc gardez vos réfugiés syriens que nous ne voulons pas, alors que c'est un peu de notre faute si il est envahi lui aussi de courants migratoires qu'on a quelque part un peu provoqués? Mais dites-moi, qu'est-ce que Erdogan a fait de l'héritage de la Turquie kémaliste? Il est venu au pouvoir en 2003. Il était tout gentil. C'était l'islamo-conservateur, bravo, un démocrate, un modéré. Hein. Bien sûr, il voilait sa femme. Et puis, il tenait beaucoup aussi à contrôler ses ressortissants, hein, y compris en France où, je dirais, les imams, les prêches sont rédigés à Ankara. Et puis un jour, il lui est venu à l'idée qu'il pourrait dominer le Moyen-Orient. Et il a ouvert sa frontière vis-à-vis de la Syrie, créant l'armée syrienne libre. Et il a quand même lancé le feu de la guerre civile en Syrie. Et naturellement, on a vu surgir, derrière les soi-disant démocrates modérés, on a vu surgir des islamistes fanatiques, des gens qui se réclamaient d'Al-Qaïda. Puis on a vu Daesh. Hein. Et nous, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est du côté des djihadistes d'Idlib, hein, et des Turcs contre, je dirais, le gouvernement de Damas, soutenu par les Russes. C'est quand même un peu plus compliqué qu'une vision en noir et blanc. Il faudrait savoir exactement ce qu'on cherche. On a les moyens de réagir. Hein. Nous sommes en union douanière avec la Turquie. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire comme les Américains? De dire, eh bien écoutez, vous nous renvoyez vos réfugiés, eh bien nous prenons en otage les exportations de telles entreprises turques, dont voici la liste. Et puis, si vous n'arrêtez pas, eh bien, il y aura une deuxième liste qui sera publiée. Et puis une troisième liste. Voyez-vous, ils se calmeraient. C'est un peu le signe de l'impuissance politique, malheureusement, c'est le signe de l'absence de volonté politique et le fait que l'Europe appartient à ce monde plat que nous avons décrit, Alexandre et moi, ce monde régi par la seule concurrence, où il n'y a qu'une dimension économique qui prévaut, et on a perdu de vue l'aspect politique des choses, la stratégie, le fait que naturellement tous les peuples ont le droit à l'existence, mais ils ont le droit aussi d'être respectés. Hein. Et le peuple français a le droit aussi d'être respecté. Et moi, je me bats pour qu'il soit respecté, naturellement sur la base des règles qu'il s'est données. Juste avant de conclure, pour terminer, crise de la souveraineté, crise d'identité des peuples européens, mais aussi crise sociétale. Je m'adresse à tous les deux. Ne croyez-vous pas que le détricotage du droit collectif de la famille au profit d'un droit individualiste fondé sur les aspirations des individus ne contribue pas à porter des effets aussi délétères pour la cohésion de nos sociétés? Les gens sont en perte de sens et c'est peut-être aussi ce qui explique la révolte des peuples aujourd'hui. Il y a deux scénarios qui se présentent. Effectivement, la guerre civile à bas bruit, la guerre du tous contre tous, finalement, parce qu'une société des individus purs et durs, c'est une société des tribus les unes contre les autres. Ça, c'est un des scénarios possibles, avec une forme de reféodalisation de l'Europe. On voit même la montée des régionalismes qui avaient disparu. Ça, c'est un horizon possible. Puis il y a un autre horizon qui est celui, je crois, de la démondialisation, d'un retour des nations, d'un retour des peuples, d'une forme de patriotisme qui ne serait pas belliciste. Et moi, c'est ce que j'espère de tout cœur, un sursaut national et patriotique. Et voilà, juste pour conclure, je voulais, voilà, j'ai pas eu le temps de le dire, mais que j'étais très heureux et très honoré d'être ici, et très, très honoré que Jean-Pierre Chevènement ait accepté de débattre avec moi. Qu'avez-vous pensé de toutes les dernières grandes réformes sociétales depuis l'élection de François Hollande, dont vous aviez soutenu la candidature, si je me souviens bien? Est-ce que vous ne croyez pas que ça crée une instabilité supplémentaire dont franchement on se passerait bien? Vous avez raison. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours mis l'accent sur le social plutôt que sur le sociétal. Il est vrai que j'ai approuvé le Pax à l'époque parce que je me méfie de
l'homophobie qui rend tant de gens malheureux à cause d'orientations qu'ils n'ont pas choisies, mais qui sont, voilà. Mais c'est un peu facile de répondre toujours par l'homophobie quand on parle de ces sujets. Permettez-moi d'aller au bout de ma pensée. En même temps, je n'ai pas voté la loi qui autorisait le mariage homosexuel. Je ne l'ai pas voté, j'ai refusé de prendre part au vote. Pour une raison très simple, c'est que je combats d'une manière générale l'hyper-individualisme libéral, soi-disant libéral. Naturellement, je crois à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on oublie toujours, et du citoyen, mais la République aussi, elle a dans son corpus des valeurs collectives. Elle n'est pas simplement la République des individus, elle est la République des citoyens qui ont un civisme et par conséquent un patriotisme, qui respectent la loi, qui ont des valeurs, qui respectent la loi, y compris sur le plan de la famille. Je suis un des rares hommes politiques à alerter sur le fait que nous avons 70 000 naissances de moins par an depuis 2010-2012. Ce n'est pas rien. Qui va payer nos retraites? C'est quand même les gens qui travailleront. S'il n'y en a plus, ou s'il y en a de moins en moins, nous aurons l'hiver démographique en France que connaissent d'autres pays. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie. Et ce ne sera pas bon pour l'équilibre de notre société. Donc je ne suis pas un individualiste forcené, je suis pour le respect d'un certain nombre de valeurs collectives, et en particulier je suis pour une politique familiale dont je regrette qu'elle soit abandonnée sous des prétextes plus ou moins égalitaristes. Enfin, des prétextes. Donc je pense qu'il faut tenir cet équilibre. Il faut tenir cet équilibre et ne pas verser dans un excès. Enfin, le problème, c'est qu'on est un peu tombé dedans là maintenant. C'est ma position. Je suis très heureux d'avoir été avec vous pour débattre avec Alexandre Devecchio, que je respecte en tant que journaliste et intellectuel, qui fait des analyses très intéressantes, qui font quand même bouger les lignes. Et c'est bien ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui en France, c'est de faire bouger les frontières entre la droite et la gauche supposée, qui d'ailleurs n'existe plus, sont roulés dans le fossé, comme dirait l'autre. Et je pense qu'il faut reconstruire une force qui rassemble non seulement une partie des élites, mais qui rassemble aussi une partie des couches populaires. Que c'est seulement à cette condition, sur la base de ce pacte républicain, que nous pourrons repartir de l'avant. Écoutez, puisque vous avez conclu, je vous remercie beaucoup Jean-Pierre Chevènement de votre venue ce soir ici. Nous étions très honorés de vous recevoir. Nous avons entendu aussi que nous avions des différences, évidemment idéologiques avec vous, mais nous nous rejoignons sur de nombreux points et ce soir vous nous l'avez confirmé. Et en tout cas, moi je salue votre souhait d'accepter de débattre avec tout le monde et notamment avec Alexandre Devecchio.